Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Il ne vous aura pas échappé que cette année, du point de vue de la mémoire, est assez particulière. Même si les anniversaires sont une facilité journalistique, force est de constater qu'ils sont un moteur efficace pour les récits, notamment quand ceux-ci font appel à un passé douloureux. C'est le cas de la guerre d'Algérie, une blessure à bien des égards toujours vive, et ce alors qu'elle a été officiellement refermée le 18 mars 1962, il y a 60 ans tout pile, lors de la signature des accords d'Évian, mettant fin au combat entre la France et le mouvement d'indépendance algérien. À l'occasion de cet anniversaire donc, les récits autour de ce que fut la guerre d'Algérie se multiplient. Mais tous n'ont pas la force de celui que je vous propose de découvrir au cours de nos 6 prochains épisodes qui rassemblés forment un documentaire au nom de Safia, signé Safia Kessas, réalisé par Quentin Bresson et produit par Juliette Livartowski. Bienvenue dans Programme B. Attention, cet épisode contient des événements qui peuvent être choquants par leur violence. Mes parents, longtemps, m'ont dit « On est parti d'Algérie et puis c'est tout ». Ma mère, il y avait la guerre. Mon père, on n'avait rien à manger, parfois on devait sucer des pierres. Comme si c'était une fatalité. Comme si être en Belgique faisait partie de l'ordre des choses, comme si on nous avait posé là. Tayeb et Aziza nous ont toujours dit de nous effacer. On ne parle pas de soi, on ne fait pas de vagues, on est des gens discrets, on n'est pas chez nous. L'histoire de ma famille, je l'ai toujours portée. Elle est imprimée sur ma carte d'identité. Safia Kessas. C'est mon nom et c'est aussi celui d'une autre. Safia Kessas est morte durant la guerre d'indépendance algérienne. C'était la sœur de mon père, sa grande sœur, ma tante. L'Algérie de demain, telle qu'elle sera décidée par l'autodétermination, peut être faite ou bien avec la France, ou bien contre la France. Que voulait mon père en me donnant ce prénom ? Toute mon enfance, il me répétait « Elle a été tuée par les Français, elle a bravé le couvre-feu, ils l'ont tuée. » Nous ne nous acharnerions certainement pas à vouloir rester auprès de gens qui nous rejetteraient, ni engouffrés dans une entreprise sans issue et sans espoir. Je devais vivre avec cette figure héroïque que je sentais toujours dans mon dos comme si elle me portait. Chaque fois que j'ai voulu en savoir plus, je me heurtais au même discours. Elle est morte et c'est tout. À partir de ce fragment d'histoire familiale que je porte sur ma carte d'identité, je suis partie sur les traces de cette autre Safia. J'ai décidé de recomposer l'histoire de ma tante avec celles et ceux qui ont peut-être une pièce du puzzle pour savoir qui a tué Safia et pourquoi. C'est pas notre fort dans la famille, la mémoire. D'ailleurs, moi, j'oublie tout le temps. Il y a des spécialistes qui disent que ça s'appelle le brouillage mémoriel. Comme si l'effacement, la douleur, les morts, les disparus de la guerre nous avaient rendus amnésiques. J'ai décidé de refuser la fatalité de cette amnésie transmise de génération en génération. J'ai refait le fil de notre histoire, d'abord avec ma mère dans la maison familiale à Bruxelles. Ma mère s'appelle Aziza sur sa carte d'identité. Son prénom, kabyle, c'est Tassardit. Et son petit nom, c'est Sassi. Il y a aussi Suzanne, encore une histoire de prénom, mais ça c'est pour plus tard. Quentin va te mettre un petit micro, maman. Ça vous embête si je vous mets un petit micro ? Il va te mettre un tout petit micro, comme ça on a bien ta voix. Comme ça vous serez tranquille. J'essaye de montrer que je suis cool là, mais je suis stressée. Je ne sais pas dans le fond par quel bout je vais interviewer ma mère. Ma mère, c'est pas une grande bavarde, surtout quand on remue le passé algérien.
C'est un peu un poisson rouge dans un grand bocal que je n'arrive pas à saisir. Je crois qu'elle le sait. Je pense même qu'elle s'en amuse. Je prends la seule bouée de sauvetage possible pour rester à flot, la bouffe. Chez nous, c'est sacré la bouffe. On vit pour manger. Dans la cuisine de ma mère, ça fristouille toujours. Chez nous, tout passe par la nourriture. L'amour, la colère, la tristesse, les deuils. Tout se comptait par pudeur, comme le passé enfui que mes parents ont laissé derrière eux en Kabylie. Mange, c'est bon. Et puis, surtout pendant ce temps-là, t'as la bouche pleine, tu parles pas, tu poses pas de questions. D'abord, je voulais te demander, maman, c'est quoi que t'as préparé aujourd'hui Qu'est-ce que t'as préparé aujourd'hui à manger? J'ai déjà fait des beignets, là. Alors, j'ai fait comme tu aimes là, avec des pains de veau, des carottes. Des légumes? Des courgettes. Super. Et qui c'est qui t'a appris cette recette, en fait? Comment est-ce que tu l'as amenée ici? C'est ma mère. Hein. C'est ta mère? Tu l'as fait avec elle? Moi, j'ai jamais fait à manger du tout. Je sais faire à manger, je sais pas comment. Comment? C'est simplement en la regardant faire? Je la vois devant mes yeux toujours quand j'ai envie de faire quelque chose. Tu la vois? Mais elle t'a jamais dit... Mais jamais fait à manger chez nous, jamais. Ok. Jamais. J'ai fait à manger à personne. C'est qui faisait à manger en Kabylie? C'est ma mère. Elle faisait à manger pour tout le monde? Nous, on allait à l'école, on n'en avait pas le temps. Là, il faut bien étendre la pâte, c'est ça, maman? Oui. Il faut bien étendre la pâte, et puis après, elle prend la forme qu'elle veut, quoi. Et ça gonfle. Youhou! Ça, c'est les beignets kabyles. Je me souviens de ça pendant les vacances. Et t'aimes bien faire ça, maman? Est-ce que ça te rappelle le pays ou pas? Ou bien c'est pas forcément pour ça? Non, tout ce qui est kabyle, j'aime bien. La pauvre, j'ai rien oublié. J'adore la nourriture kabyle. Si tu vas voir la cuisine tunisienne, ils font frire tout cela. Et alors, une fois, on avait invité des Tunisiens ici. Quand ils nous ont invités, ils nous ont donné du couscous avec des grenades. Dégueulasse. On ne mange quand même pas du couscous avec des grenades. Il y a même des pépins comme ça que tu jettes de ta bouche. Ou bien du couscous au poisson. Okay? Alors, non, les Tunisiens, leur manger, il est trop gras. Ma mère a son franc-parler. À 85 ans, elle grimpe toujours les escaliers. Elle passe la main dans ses cheveux courts, toujours brochés. Et c'est pas un détail. Ouf. C'est haut. Elle cherche dans ses armoires les cahiers d'écolières qui ont fait le voyage avec elle en 1959, quand elle est arrivée à Paris. L'amélioration de la condition matérielle de la femme indigène est une tâche essentielle. Les sœurs blanches lui donnent des principes d'hygiène, la forment moralement, lui enseignent à tenir convenablement son foyer. C'est un patron de quelle année, ça? Ça ressemble plutôt les années 50, même. Le patron idéal chic. Veste droite. Parce que toi, t'étais couturière, quoi. T'avais appris à être couturière, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette période-là avec les sœurs blanches? Mais c'était la belle période, tiens. Pourquoi c'était la belle période, maman? C'était la colonisation, quand même. Nous, on s'en fout. Hein. On apprenait... On allait... Si c'est pas les sœurs, on n'aurait pas été à l'école. Hein. Mais les sœurs, ils parlaient kabyle comme nous. Ils ont appris à parler kabyle. Hein. Ah bon? Ah oui, donc ça, c'est ton livre de recettes. Donc tout ça, c'est toi qui as écrit toutes ces petites pages à la main? C'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui ai écrit tout ça. Donc il vous a dessiné les recettes Mais on n'avait pas de balance, on comptait avec les cuillères, avec les tasses, les grammes, les 100 grammes. Et donc, en fait, en gros, le but, c'était de faire de vous de parfaites petites femmes d'intérieur, en fait. Des bonnes ménagères. Des bonnes ménagères. C'est ça qu'elle vous disait? Non, il y en a... parce qu'à cause des Français, nous, on ne peut pas y aller continuer les études ailleurs. Il faut y aller à Alger, il faut être riche, il faut... On ne connaît même pas Alger, nous. Et ça, c'était sur la puriculture, c'était comment éduquer les enfants. L'approche, je vous ai élevé au 5 seul, personne qui m'a aidé. Bon, c'est pas spécialement grâce à elle, c'est aussi grâce à toi, maman. C'est parce que t'étais plutôt organisée, débrouillard, et puis surtout, t'avais pas tellement le choix, quoi. Je continue à galérer pour la faire parler. Je connais ma mère. Elle est à la fois contente de partager ce moment avec nous, mais je sens aussi la réserve.
si tu dis, maman, tu dis d'un côté que c'était bien parce que t'es contente d'avoir pu te former, parce que sinon t'aurais peut-être pas été à l'école ou je sais pas, mais en même temps, alors pourquoi t'es partie, tu vois? Je suis partie à cause de la guerre, parce que les militaires nous interdisaient de bouger. Hein. Il y avait le couvre-feu, il y avait... Ah oui. On avait nos animaux, on ne pouvait même pas les chercher, ils étaient morts, ils étaient bouffés par les chacals. Vous ne pouviez pas les rentrer, c'est ça? On ne pouvait pas chercher notre vie, rien. Et oui. Et casser tout dans la maison. Quand ma machine à coudre, ils l'ont cassée. Alors, comme moi j'étais jeune, alors ma mère, elle m'a dit, tu vas chez ton oncle. Elle avait peur pour toi? Elle avait peur qu'il te fasse du mal, ils avaient peur? Parce qu'il faisait du mal à tout le monde? Ben oui. Chez ma sœur, ils avaient des jarres d'huile comme ça, ils les cassent comme ça en dessous, trac, avec leurs fusils. C'est les militaires, ils ne font pas ce qu'on leur dit, ils font plus. Hein. Ils sont méchants. Hein. Toutes les guerres, c'est comme ça. Et tu t'en souviens? Quand c'est encore pire, j'étais partie, moi. Hein. Toi, t'es partie juste avant que ça s'aggrave encore? Quand c'est encore pire, encore 59, 60, 61, encore 3 ans. Toi, t'es partie en 59. Mais la guerre avait commencé déjà avant. Hein. 54. En 54, donc ça faisait déjà 5 ans qu'il y avait la guerre. 7 ans qu'elle a duré. Et qu'est-ce que tu as comme souvenir, en fait, des militaires Ils habitaient juste chez les Nazifs, ils avaient une grande terrasse, ils nous surveillaient de là. Hein. Ah oui, j'ai des souvenirs, ils ont habité au village. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait pourquoi ils étaient dans le village? Parce qu'ils n'étaient pas dans tous les villages. Pourquoi ils étaient dans ton village? Il y avait dans tous les villages. Dans tous les villages. Pour surveiller ceux qui font la guerre avec eux et qui se cachent dans les forêts, eux, ils ne peuvent pas se montrer. Hein. Enfin, tous ceux qui aidaient la LN, quoi. Et alors, si tu es une sentinelle, une fois, ils ont ramassé 18 du village et ils les ont fusillés. Chut, le matin. Ils nous cassent la porte et ils nous font sortir de la maison. Et on reste au soleil toute la journée. Il ne faut pas tuer une sentinelle. Hein. Oh là 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 là. C'est comme ça. C'était notre pays, mais ils s'en foutaient. Hein. Mm. Mais donc ça a quand même dû être difficile alors pour toi de partir et de laisser ta famille derrière dans ces circonstances-là. Tu devais être inquiète. Mais qu'est-ce que je vais faire à ma famille? Qu'est-ce que tu veux que je le fasse? Après, ils se sont calmés, ils ont cassé tout dans les maisons. Après, ils se sont calmés. Hein. Bah, ils se sont calmés. Tu m'as quand même raconté qu'il y avait une de tes voisines qui a été... Ah oui, mais celle-là, c'est parce que son mari il était dans le maquis. Alors, il y a quelqu'un qui les a vendus. Et alors, ils l'ont pris en prison. Son mari l'a tué, elle, ils l'ont pris en prison. Il me paraît qu'ils l'ont mis dans une armoire. Elle est devenue mesquine handicapée. Ils l'ont laissé combien de jours dans une armoire, les Français? Je sais pas. Je sais pas. Plusieurs jours, quoi. Plusieurs jours. Il n'avait rien à manger. Mais... Donc ça s'est pas calmé, quoi. Par méchanceté, de la colère, ils ont fusillé tout le monde. Parce qu'ils ne veulent pas partir de l'Algérie. C'est un pays riche pour eux. Hein. C'était riche pour eux, mais pas pour nous. Hein. Nous, on n'avait rien au Kabylie. C'était comment la vie au quotidien en Kabylie? C'est-à-dire, quand tu dis qu'on n'avait rien, c'était quoi? Rien. Vous mangiez de quoi? Qu'est-ce que vous mangiez? Mon père était en France, il nous envoyait de l'argent, mais on avait notre champ. Hein. Mais c'était difficile, quoi. On avait des légumes, on avait des fermiers qu'on faisait nous-mêmes. Hein. Il n'y avait pas grand-chose. Moi, je faisais de la couture. Pour ramener de l'argent? Qu'est-ce qui te rend triste, maman? C'est quoi qui te rend triste, maman? C'est quoi qui te rend triste? Après, quand je suis venue en France, je travaillais, je leur envoyais de l'argent à ma mère. Et oui.
En fait, j'ai retrouvé des cassettes là, de la guerre d'Algérie, là, je vais te les montrer si tu veux. Le passé de ma mère restera verrouillé. Ma mère se mordit les lèvres pour contenir sa peine. Les larmes coulent sur son visage porcelaine. Un visage marqué par la vie, celle d'une femme préparée à être au service des autres, loin des siens. Et alors, en France, t'as fait de la couture ou t'es arrivé là-bas en 59? Non, en France, j'ai travaillé au début dans les... On faisait les ampoules de Philips, là, des ampoules. Et après, j'ai été à Bobigny, j'ai travaillé dans les télévisions, les radios. Mais c'est à la chaîne, hein. Si tu travailles vite, tu es payé 100%. Et toi, moi, je travaillais vite, moi. Donc, tu étais payé 100%. Donc, tu devais réparer quoi? Tu devais... Des radios. Ok. Tu faisais les transistors, en fait. Tu faisais des télés, des radios. Les télés, c'est des gros bazars, là. Au début, c'était des télés avec un petit écran, comme ça. Tu te rappelles comment ils sont, hein? On était sur un machin... l'une à côté de l'autre, alors ils passent les pièces, chacune doit faire la face à l'autre, il faut faire vite. Hein. Ah oui. On était sur des chaises hautes comme ça. On avait des jupons en dentelle, là, c'était la mode. Des ceintures ici, c'était joli. Hein. C'était les petites jupes cintrées avec les grands jupons en dessous. Jupons en dentelle, je l'ai encore mon jupon. T'as tout gardé, maman. Tu jettes rien, quoi. Je garde tout. Je suis là avec 12 ans hein, quand j'étais partie. Sa vie à Paris lui plaît. Les sorties, les scooters, la mode. Et le travail, bien qu'à la chaîne, lui offre enfin un salaire décent. Quelques mois plus tard, ma mère, Aziza, Tassardite, Saassi, rencontre mon père, celui avec qui elle partage sa vie pendant 57 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez manger à quelle heure? Bah, là, il est que 11h30. Je pense que vous allez manger à midi. Vous allez manger à midi. Midi, c'est bien. Ouais. Oui. Je vais juste fermer la porte parce que je crève de froid. Moi, je ne suis pas frileuse. Et moi, je vais prendre. J'ai ramené les photos que tu m'avais données. Les photos avec papa. Ah oui, Mskina, il sait comment il était malade. Oui. Ah là, c'est quand il a gagné le prix chez Hilton. À Palma. Palma. Bon, ça, c'est une photo où vous êtes avec des amis. Et c'est vraiment une photo au tout début quand tu l'as rencontré. C'est en Anvers. Oui, ça, c'est en quelle année? Dans un bar. Ça doit être 60. Là, il est marqué 65. Derrière, il est marqué 2 février 65. Ah ben c'est en Anvers, on était encore en Anvers. Il n'y avait pas une photo de l'indépendance? Si. Ça, c'est avec Charles Aznavour, quand il servait Charles Aznavour. Il a servi aussi le roi. Et donc, comment est-ce que tu as rencontré papa? Ben, chez des amis. Hein. Oui, mais c'est-à-dire, c'était qui les amis? C'était quoi les amis? C'était de la famille en commun, non, plus que des amis? C'est quoi des amis? Chez vous, c'est une Kabyle? Non, c'est même pas de la famille ni rien. C'est des amis comme ça que je connaissais à Colombes. C'était là que je l'ai rencontré. Et quoi? Et en fait, il cherchait une épouse, c'est ça? Il cherchait une Kabyle. Il cherchait une Kabyle. Et toi, tu cherchais aussi à te marier, quoi? Logiquement. Ben oui, évidemment. C'était une rencontre un peu arrangée. Et avec ton oncle, il était là? Ben, j'habitais chez lui. Ok. Après, on est sortis ensemble. Et après, on était fiancés peut-être 15 jours après. Voilà, il m'a apporté une belle bague avec la pierre verte, là. Ah bon, c'est celle-là? C'est papa qui te l'a apportée, celle-là? C'est ta bague de fiançailles, en fait. Et la femme de son frère m'a donné encore une autre avec un truc bleu. La bleue? La bleue avec comme une fleur, comme ça.
Et après, 2 mois après, on est mariés. Mais donc ça veut dire que tu as rencontré... Octobre, on s'est fiancés, et le mois de février, on est mariés le 10. Après, je suis venue en Belgique avec lui. Mon oncle est venu après. Et voilà. Quand tu as vu papa, qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Quand tu l'as vu, tu t'es dit il a l'air sympa, il est beau, il était beau. Je ne peux pas dire le contraire. Hein. Je ne peux pas dire qu'il est moche quand même. C'est maintenant qu'on est moche. Mais non, maman. Mais si. Mais non. Tu parles. À force d'évoquer le passé, je découvre que mon père a écrit des lettres à ma mère, beaucoup de lettres quand elle retournait au bled pour les vacances. J'ai encore des tonnes de questions à lui poser, mais ma mère veut déjà s'échapper. Tu vas t'asseoir, maman, un peu, 5 minutes. Ici, on est dans le salon de papa. C'était son salon. La personne qui l'a remplacé depuis qu'il est parti, il est vide. Et t'as tout laissé en l'état? Peut-être qu'il est toujours là. Hein. Est-ce que tu m'avais parlé d'une lettre qui t'avait écrite? Ça t'embête d'aller la prendre? Je l'ai jamais vue, cette lettre. Il y en a plusieurs. Hein. Mais tu m'amènes une lettre? Ici, c'est Bruxelles, le 9 février 68, c'est ça? Il écrit mes chéris. J'ai reçu votre lettre la semaine passée. Je suis très content que vous vous portiez tous bien, et moi également. Les coups de téléphone, parce que vous ne répondiez plus. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose de très important. Vous me manquez beaucoup. Voilà 10 jours que vous êtes parti. Ici, il gèle. Quant à moi, je suis revenu de Paris jeudi matin et j'ai dû recommencer mon travail vendredi. Tout va bien. Dis-moi dans ta prochaine lettre comment vont tes parents et ta mère et les enfants. Dis-moi également quand vous partez en Kabylie. Il faut bien faire attention aux enfants, surtout pour le froid. Pour le moment, repose-toi, ne pense à rien. Ici, il fait toujours froid, moins 4 degrés. L'Aïd est pour dimanche. Quand tu sais la date exacte de votre retour, écris-moi, je viendrai vous chercher à Paris. Je te quitte, ma chérie. À bientôt de te lire. Le papa qui pense à vous. Taïeb. Bah, il ressemblait plutôt à ça quand tu l'as rencontré, non? Oui. C'était plutôt comme ça. Oui. Toujours bien habillé, toujours avec ses costards bien chaussures, même ses chaussures, tu voyais ta figure dedans. Tellement qu'elles sont brillantes. Il avait des smokings pour travailler, des chemises blanches. Regarde là, la classe. C'était impeccable. Ça, c'est vraiment une belle photo, quoi. Quand tu vois cette pose là sur cette photo en noir et blanc de profil, il regarde pas l'objectif, il regarde au loin comme ça. Il a l'air hyper Elle est jolie, cher. celle-là, elle est belle. Hein. Il avait du caractère. Ouf, il avait du caractère, ça. Il faut quelqu'un comme moi pour le supporter. Hein. Ouais, parce que c'est pas facile. Je me souviens. Je voyais souvent mes parents se chamailler quand j'étais enfant, et même après d'ailleurs. Mes parents n'étaient jamais d'accord sur le bon mot kabyle à dire ou sur la manière de cuisiner, même si les repas ensemble étaient sacrés. Alors c'est marrant parce que lui, il était tout le temps dans ce salon ici, et toi, tu étais tout le temps en bas. Ben oui. Il a sa télé, moi j'ai ma télé, parce qu'on regarde pas on n'aime pas la même chose. Pareil pour mon prénom. Mon père, ma mère n'étaient pas d'accord. On peut quand même dire que vous étiez fort chien et chat. Hein. Même par rapport à mon prénom, vous n'étiez pas d'accord. Ben, moi, je l'ai déjà... Je t'ai déjà mis le... Lui, il a changé. C'est-à-dire, raconte. Moi, je t'ai mis Linda. Et lui, il a mis le nom de sa sœur. Donc, sur la carte d'identité, tu t'appelles Safia. Voilà. Mais c'est toi qui m'as déclarée toute seule, en fait. Quand ils sont venus, oui, ils sont venus de la commune avec le papier. Hein. Mais lui, il n'était pas là. Donc, ils m'ont appelée Linda Kessas. Et puis lui, quand il est arrivé, il est retourné à la commune pour rajouter le prénom de sa sœur, Safia. Tu as 2 noms sur ta carte d'identité? Oui, j'ai 2 noms. Mon premier prénom, c'est Linda. Donc en fait, mon nom officiel, c'est Linda. Et mon deuxième prénom, c'est Safia. Donc Linda, Safia. Mais tout le monde m'appelle Safia comme si c'était mon premier prénom, en fait. Ben oui, c'est ce qu'il voulait. Hein.
C'est ça, c'est ce qu'il voulait, en fait. Ouais, c'est le nom de sa sœur, qui est morte pendant la guerre. Il t'en a parlé? Ben oui, il dit que c'est les militaires qui l'ont tuée. Moi, je ne sais pas. Hein. Je n'étais pas là, je ne sais pas comment elle est morte, c'est ce qu'il dit. Hein. Ben oui, ils ont tué beaucoup, mais peut-être qu'elle est sortie, comme il y a eu des couvre-feux. Mais il ne savait pas trop comment elle est morte, en fait. Je ne sais pas, il a dit que c'est les militaires qui l'ont tuée. Hein. Il t'en parlait des fois de sa famille et de sa sœur? Ah oui. Qu'est-ce qu'il disait? Ben, pour ce qu'il est resté là-bas, il est parti très jeune, hein, un petit peu. Bah, il est parti très jeune, mais il m'a quand même donné le prénom de sa sœur, maman. Ah oui, il connaît quand même sa sœur, non? Et oui. Moi, il m'en parlait de temps en temps. Il me disait aussi que quand il me voyait le matin à la télé, il me disait que je lui ressemblais complètement, que je ressemblais beaucoup à sa sœur. Mais quand j'étais dans ce village-là, j'ai vu les enfants, ses enfants. Je ne sais pas combien qu'elle a eu d'enfants, en fait. Bah, c'était pas non plus un grand... il disait pas non plus tellement ce qu'il ressentait, quoi, papa. Non. Toi non plus, d'ailleurs. Vous n'êtes pas vraiment une génération où vous vous plaignez, ou bien où vous exprimez beaucoup de choses. Mais ça, c'est aussi très fort chez les Kabyles, non? Ouais, c'est comme ça. Hein. On est des personnes d'autrefois. Hein. C'est pas de maintenant. Ça veut dire quoi, des personnes d'autrefois? Discret. Comme ça chez nous. Ces gens discrets, ces gens d'autrefois ne parlent pas d'eux. D'ailleurs, ma mère, durant tout cet entretien, a cherché à résister à mes questions, pressée que je lui enlève ce bidule de micro, mais elle a accepté pour mon père, je crois. C'est un peu compliqué d'enchaîner ici, car il faut évoquer son absence. Mon père nous a quittés en mars 2019. C'est là, sur ce fauteuil où je suis assise, que je l'ai interviewé, il y a 2 ans. Il a eu le temps de me parler de son village natal, de la France et de la Belgique qu'il aimait beaucoup. Et surtout de Safia, sa grande sœur.